Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sur le plan éco-phyto, nous le mettrons à l'arrêt, le temps de mettre en place un nouvel indicateur. Pour les scientifiques, l'effet cocktail des pesticides est un facteur de risque. Il faudrait renforcer le plan éco-phyto et non le suspendre. Je ne pense pas que la revendication principale de mes collègues agriculteurs était éco-phyto, c'était la thune, faut arrêter. Bonjour à toutes et à tous. Ça ne vous aura pas échappé, nous venons de vivre ces dernières semaines une petite crise politique dans le domaine de l'agriculture. De très nombreuses manifestations plus ou moins sympathiques ont parsemé les routes, les ronds-points et autres centres-villes, et avec elles, leur joyeux cortège de tracteurs, engins agricoles divers et évidemment les quelques spécificités si chères au monde agricole. En réponse à ces manifestations, le gouvernement a apporté un ensemble de propositions, et particulièrement sur le volet des normes environnementales. Mais outre le fait que ces propositions ont mis de côté la question fondamentale de la soutenabilité de notre modèle agricole, elles ont surtout eu un effet que le gouvernement n'avait probablement pas anticipé. Une indignation quasi généralisée du monde scientifique, et particulièrement des domaines directement liés justement à l'agriculture, à l'eau et à l'environnement. Cette opposition s'est matérialisée par une suite de tribunes, d'abord signées par plusieurs centaines, puis milliers de scientifiques dans divers médias. Colère, indignation, mise au placard des connaissances scientifiques, les mots employés sont relativement forts et il faut le dire assez inhabituels de la part de scientifiques quand il s'agit de s'exprimer publiquement sur des sujets aussi sensibles que celui de l'agriculture. Alors, comment le gouvernement a-t-il réussi à se mettre à dos une bonne partie de la communauté scientifique sur le sujet ? Quels sont les reproches faits par cette communauté aux propositions de l'exécutif ? Et cet épisode est-il l'indicateur d'un gouffre entre science et politique en environnement ? Entre science, société et politique, on fait le point sur la réaction des scientifiques aux annonces du gouvernement. Bienvenue dans l'Argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse dans le militantisme politique. Alors avant toute chose, on va faire un micro-point sur la crise actuelle qui traverse le monde agricole, même si bon, vous savez normalement déjà un peu de quoi il s'agit. Il est impossible de tout résumer en quelques mots, d'autant que c'est pas le sujet fondamental de la vidéo, mais pour la faire courte, entre la crise des bégabassines l'année dernière, les sécheresses des dernières années et les multiples pressions participant au mal-être agricole, faible rémunération, empilement des normes ou soumission à la variabilité des prix d'achat, le milieu agricole est en crise. Et il suffisait d'une étincelle pour mettre en quelque sorte le feu à la poudrière. Et cette étincelle, eh bien, ce fut tout simplement la fin en janvier 2024 de l'exemption de taxes sur le gasoil non routier, qui est le carburant des engins agricoles. Pour répondre à cette crise, le gouvernement français, emmené par le nouvellement nommé Premier ministre Gabriel Attal, a donc égrené une liste de propositions pour soulager le monde agricole, en insistant presque exclusivement sur le desserrement des normes et particulièrement des normes environnementales. Et ce sont justement ces propositions qui sont au cœur de l'indignation collective de la communauté scientifique. Les raisons de cette indignation sont nombreuses, mais en substance on peut identifier trois grands axes de contestation formulés par les scientifiques. 1. Le fait que le recul sur l'application des normes environnementales et des contrôles associés liés à l'usage des pesticides, notamment via la remise en cause du plan éco-phyto ou le freinage sur plusieurs outils de préservation des milieux aquatiques, vont à l'encontre des connaissances scientifiques en la matière. 2. Le fait que ces réponses ne résoudront aucun des problèmes de fond de l'agriculture et vont favoriser une certaine pratique productiviste incarnée par la FNSEA, alors que les revendications provenaient initialement de la base du monde agricole et appelaient en réalité à d'autres réponses. Et enfin, 3. Que cette manière d'envisager les politiques publiques agricoles dans un certain entre-soi avec un pilote qui serait le seul maître à bord car seul compétent pour décider pour tout le monde est très problématique, tant démocratiquement qu'en termes d'efficacité. Bref, que ce soit sur le contenu des propositions, la manière de les mettre en place ou la ligne politique qu'elles tracent pour l'avenir de l'agriculture, le constat est sans appel. Le gouvernement va dans le sens opposé des préconisations des scientifiques.
Mais bon, me direz-vous, cette prise de position n'est peut-être que le fruit de scientifiques militants, biaisés par une certaine idéologie bobo-écolo, loin des réalités de terrain du monde agricole. Et c'est peut-être confortable d'avoir des positions politiques écologistes planquées dans son laboratoire urbain, déconnecté du monde réel. Mais dans le vrai monde, il y a des contraintes, ma bonne dame. Des contraintes physiques et économiques. Et vous auriez parfaitement tort. Et oui, une fois n'est pas coutume, mon cher public, votre interpellation n'est pas si pertinente que ça. Car cette image d'une science déconnectée des réalités de terrain, qu'elles soient politiques ou agricoles, est en fait assez vieillotte, pour ne pas dire obsolète. Elle ne correspond plus vraiment à la réalité du monde scientifique d'aujourd'hui, en tout cas dans les domaines de l'agriculture, de l'eau ou de l'environnement. Et c'est en partie ce qui provoque la colère des scientifiques concernés, justement. On va donc profiter de cette petite crise entre science et politique pour faire un épisode un peu spécial qui va vous donner quelques clés de compréhension sur la relation particulière qui existe entre ces deux mondes dans ce domaine de l'environnement afin de déconstruire certaines idées reçues. Tout d'abord concernant le fameux plan Ecofito. C'est un plan lancé initialement en 2009 à la suite du Grenelle de l'environnement. Il prévoit en plusieurs phases d'accompagner le monde agricole dans la réduction de l'utilisation et donc de la dépendance aux pesticides, à travers de nombreux outils de formation, d'accompagnement, de sensibilisation et de recherche scientifique. Relancé dans une deuxième phase à partir de 2016, celui-ci prévoit entre autres la réduction de 50% du recours aux pesticides d'ici à 2025. Ce plan, qui du coup n'a pas vraiment rempli toutes ses promesses pour diverses raisons qu'on n'abordera pas ici, est assorti d'un indicateur particulier, propre à la France, pour quantifier et suivre l'évolution de l'application des pesticides sur les parcelles, le NODU. Et c'est justement ce NODU qui est remis en cause par une partie du monde agricole et dorénavant par l'exécutif, qui lui préfère l'un des indicateurs harmonisés au niveau européen, le HRI1. Or, premier problème pour les scientifiques impliqués dans le plan Ecofito, cet indicateur européen ne se base sur aucune connaissance scientifique formelle. Rappelé dans cet article collectif publié sur le média The Conversation, coécrit par 14 scientifiques et ingénieurs impliqués dans le comité scientifique et technique d'Ecofito, les pondérations appliquées aux pesticides dans cet indicateur européen ne sont que des facteurs arbitraires. x8, x16, x64 en fonction du degré de préoccupation pour les substances appliquées. Elles ne prennent pas en compte la dose nécessaire d'un produit pour traiter un hectare. Et en l'occurrence, avec cet indicateur, plus de 80% des substances vendues en France entreraient toutes dans la même catégorie, la plus standard. Le NODU, lui, malgré des limites très bien identifiées par ces mêmes scientifiques, prend en compte la dose des substances rapportées à l'hectare pour chaque pesticide. C'est la fameuse dose unité qui correspond au DU du NODU. Alors c'est plus fastidieux, certes, mais c'est beaucoup plus réaliste, notamment quand il s'agit de remplacer une molécule par une autre plus puissante pour feindre une baisse de l'usage. Avec le NODU, ça ne passe pas. Avec le HRI1, ça passe. Revenir sur le NODU est donc un recul, que le gouvernement prétende le contraire ou non. C'est d'autant plus frustrant pour les scientifiques que non seulement le plan Ecofito portait un tout petit peu ses fruits, avec notamment la réduction massive des substances classées CMR1, ce sont les plus dangereuses, elles sont classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Mais qu'en plus, toutes les études sur les pesticides convergent aujourd'hui pour préconiser la réduction de ces intrants dans l'agriculture de demain. C'était tout l'objet de la deuxième tribune collective de scientifiques publiée cette fois-ci dans Le Monde, et où on retrouve de nombreux chercheurs et chercheuses de l'INSERM, et notamment Xavier Coumoul, qu'on avait vu dans nos épisodes sur le glyphosate. Revenir sur cet indicateur, c'est donc également remettre en question toute l'orientation de la recherche publique sur la réduction de l'usage des pesticides. Mais en plus de ces reculs réglementaires et scientifiques, ce dont m'a fait part Florence Abetz, hydrogéologue du CNRS à l'origine de la troisième tribune publiée le 26 février 2024, c'est un revers démocratique. Car le plan Ecofito, il n'est pas juste imposé par l'État ou les scientifiques comme ça, verticalement. Il est discuté, amendé et voté dans plusieurs instances consultatives, comme le Comité national de la biodiversité ou le Comité national de l'eau. Et ces structures, souvent méconnues du grand public, ont une particularité. Ce sont des instances dont le collège est composé de représentants de très nombreux corps de la société. Et on y retrouve ainsi des représentants de l'État, évidemment, mais aussi des collectivités, des entreprises concernées, des associations, des usagers et des agriculteurs.
Et dans toutes ces instances, on trouve également des scientifiques spécialistes des domaines qui participent à éclairer les débats. Et oui, il y a encore des espaces relativement démocratiques en France, même si c'est assez éloigné des cabinets ministériels et des plateaux médiatiques. Or, ce que rappelle Florence Abetz, qui est justement membre du Comité national de l'eau, c'est que la dernière phase du plan Ecophyto, appelée Ecophyto 2030, venait tout juste d'être votée et validée dans ces instances, début 2024. Et ce, après de longs mois, voire de longues années de débats et de négociations avec les représentants du monde agricole et de l'État. La frustration et l'incompréhension sont donc totales chez les scientifiques impliqués. Honnêtement, voir toutes ces heures de travail, de sensibilisation, d'échange et de négociation se volatiliser d'un coup, c'est extrêmement décourageant. Beaucoup de collègues scientifiques m'ont dit en substance, à quoi bon nous demander de prendre tout ce temps, toutes ces recherches et tout ce travail de fond, pour en arriver là. Pour elle, comme pour d'autres, ces propositions ont également un deuxième effet pervers, le désaveu de tous les agents publics qui, au sein de l'Office français de la biodiversité, des agences de l'eau, des syndicats de bassins versants ou des établissements publics territoriaux, travaillent d'arrache-pied tous les jours pour négocier ces plans avec les élus locaux, les associations et les agriculteurs. Un désaveu qui est en plus renforcé par le fait que Gabriel Attal a initialement un peu poussé sous le bus l'OFB, qui est l'organisme en charge de la police environnementale, entre autres. OFB qui décidément se fait bien malmener ces dernières années, parce que outre le saccage de certains de leurs bureaux lors des dernières manifestations, souvenez-vous qu'ils se sont juste fait incendier leur antenne de Brest l'année dernière par des pêcheurs en colère. Or, hasard du calendrier, ces propositions sont arrivées pile au moment de la publication d'un ouvrage scientifique sur le sujet. Police environnementale sous contrainte, des sociologues Léo Magnin, Rémi Rouméa et du philosophe Robin Bazier. Dans ce livre, les trois auteurs font le constat parfaitement inverse d'une police environnementale impitoyable et omniprésente auprès du secteur agricole. Loin de dénoncer une prétendue écologie punitive, ce livre montre que les polices environnementales sont caractérisées par les contraintes qui les empêchent d'agir, plus que par la force contraignante qu'elles peuvent réellement exercer. Autrement dit, la force de l'action coercitive de l'État en matière environnementale semble largement surévaluée par ses détracteurs, qui passent sous silence les multiples obstacles que les policiers de l'environnement rencontrent dans leur pratique. Et oui, on est un peu loin de l'image d'un monde agricole croulant sous les contrôles et les amendes pour un bout de haie arraché. Un autre point important à comprendre, c'est que cette association entre science et société ne s'arrête pas à un simple éclairage ou un accompagnement expert des politiques publiques. Les recherches scientifiques elles-mêmes s'effectuent de plus en plus en co-construction avec l'État et différents acteurs territoriaux. Alors ce mot-là de co-construction, il est souvent raillé, et à juste titre, quand il est mobilisé par des personnalités politiques à des fins rhétoriques. Car celui-ci ressemble quand même à une sorte d'enfumage joliment enrobé d'une dose de technicité élitiste qui donne l'impression d'un concept fort, alors qu'en fait il est totalement creux. En gros, c'est de la langue de bois. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle. Mais si c'est sûrement vrai en politique, en l'occurrence, cette notion de co-construction qu'on retrouve d'ailleurs dans la Tribune du Monde, en science, elle recouvre une pratique réelle qui a bien un sens et une utilité, celle d'intégrer de plus en plus d'acteurs et de savoirs non scientifiques comme éléments pertinents et légitimes pour participer à la recherche scientifique. Et dans le domaine de l'agriculture, sachez que c'est une pratique extrêmement répandue et incitée. Les scientifiques intègrent des groupes, des projets, des expériences qui vont se dérouler directement sur les terrains agricoles, avec les agriculteurs, parfois sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et je sais de quoi je parle, le programme de recherche interdisciplinaire pour lequel j'ai travaillé pendant des années, le PIRENSEN, c'est justement un programme qui est intégré dans l'interface science-société, avec des interlocuteurs publics, privés, des sites ateliers sur le terrain et une co-construction des connaissances scientifiques depuis plus de 30 ans. Vous comprenez ainsi mieux la frustration, voire la colère des scientifiques quand ils voient que les connaissances qu'ils coproduisent souvent avec l'État lui-même sont tout simplement évacuées d'un revers de la main par l'exécutif. Pour Bruno Tassin, chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées et signataire de la dernière tribune, la frustration confine à l'emportement. L'état des connaissances scientifiques est très clair dans le domaine des pollutions environnementales. Le politique ne peut plus dire qu'il n'a pas les connaissances scientifiques ou qu'il en faut d'autres pour proposer des alternatives crédibles. Prétendre cela relève d'une stratégie connue de fabrique du doute.
Nos projets et rapports scientifiques sont produits directement avec les agences, services et directions compétentes de l'État. Donc soit nos rapports finissent dans des placards, soit ils sont sciemment ignorés pour des raisons idéologiques. Alors effectivement, la question se pose. Pourquoi diable le gouvernement a-t-il balayé l'ensemble de ses connaissances scientifiques, souvent directement issues de travaux auxquels participe l'État lui-même? Bon, la réponse facile, c'est bien évidemment de dire « c'est pour les gros sous-sous ». Toutes ces normes environnementales, elles viennent gêner au quotidien le travail des exploitations les plus productivistes. Or, l'agriculture productiviste, c'est de l'export. Et qui dit export dit grosses infrastructures, gros business, grosse bassine et maintien d'une balance commerciale positive, ce qui reste le cas pour le secteur agricole en France. Une exception. Alors oui, il y a bien sûr une part de ça, faut pas être naïf. Mais ce serait un peu réducteur, car la politique ne se résume pas à une affaire de gros sous-sous, même si c'est un élément important. En fait, ce qui contribue à brouiller la relation entre science et politique sur ce sujet, c'est qu'il y a en quelque sorte deux facettes des pouvoirs publics. Le premier état, qu'on va appeler l'état gestionnaire, est relativement au fait des connaissances scientifiques en matière d'agriculture et d'environnement, puisqu'il est au contact permanent des scientifiques, des élus locaux, des agriculteurs, des professionnels et des usagers, notamment dans le cadre des comités de bassin et autres instances dont je parlais un peu plus tôt. Bon évidemment, c'est pas l'unanimité constante et le monde des bisounours non plus, attention. Mais au moins c'est un milieu actif dans l'interface science-société. Mais l'autre état, qu'on pourrait appeler l'état politique, lui, il répond à d'autres enjeux. Il suit un autre calendrier, il prête l'oreille à d'autres préoccupations, et donc à d'autres interlocuteurs. En matière agricole, la politique actuelle du gouvernement est dans la continuité et l'héritage de celle développée dans les années 60 et 70, de soutien à l'agriculture mécanisée, chimique et productiviste. Un récit idéologique qui est notamment largement porté par la FNSEA et qui occulte un peu le fait que celle-ci s'est faite aussi au bénéfice de quelques-uns, avec beaucoup de perdants et des dépendances importantes des agriculteurs restants aux impératifs financiers et agrochimiques. Or, comme le syndicat est considéré comme représentatif de la profession, eh bien c'est par ce prisme que le gouvernement se représente en grande partie le monde agricole. Les scientifiques perçoivent, du fait du travail qu'on a décrit un peu plus tôt, une autre réalité, plus diverse, plus hétérogène du monde agricole, et de son incompatibilité structurelle avec les enjeux climatiques et environnementaux. Et c'est cette réalité qu'ils vont retranscrire dans différents rapports, études et travaux, en espérant probablement qu'ils infléchissent les orientations politiques en la matière. Mais il ne suffit pas d'écrire ces rapports et de les faire remonter dans les instances de l'État gestionnaire pour qu'ils soient intégrés suffisamment pour modifier les récits préexistants dans l'État politique. Ce que souligne Gabriel Boulot, politiste de l'eau à l'INRAE et signataire de la première tribune du Nouvel Obs, c'est qu'il ne faut pas voir la relation entre science et politique comme une ligne de téléphone, où les informations sont partagées de manière directe, comme si les scientifiques étaient des sortes d'experts permanents, expliquant sur chaque sujet l'état des connaissances scientifiques afin d'éclairer les décisions politiques. Les travaux scientifiques vont en fait participer à la lente acculturation des agents, puis des directions, puis des cabinets d'élus, qui finiront éventuellement par atteindre le décisionnaire, dans le cadre de fenêtres de tir très réduites, guidées par l'agenda politique. À ce moment, ces connaissances seront évaluées au même titre que d'autres savoirs et informations remontés par divers canaux, médias, lobbies, associations, autres politiques, etc. Du fait de la structuration du pouvoir décisionnaire en France, qui fait qu'à une fonction va échoir des prérogatives extrêmement nombreuses, les politiques n'ont que très peu de temps à accorder à chaque sujet. Ils vont prendre l'immense majorité de leurs décisions dans l'urgence d'un événement, d'une crise ou d'une élection, et dans lesquelles chaque argument est évalué au regard d'une multitude d'enjeux contradictoires, et dans laquelle leur représentation du monde va jouer un rôle déterminant. Ça, c'est irréaliste, ça, c'est contraire à nos valeurs, ça, on peut concéder ce point-ci si on peut compenser par celui-là, ça, c'est carrément politiquement suicidaire. Dans la crise qui nous occupe, on sent bien que la priorité du gouvernement, c'était avant tout d'éviter l'embrasement généralisé du monde agricole, pas d'infléchir une politique de long terme. En gros, le gouvernement a joué le rôle de pompier, quoi. Qui a ajouté pyromane? Ne niez pas, mais disant je vous ai entendu. En promettant le retour au calme en échange de certains engagements du gouvernement, la FNSEA a écrasé très largement l'ensemble des préconisations des scientifiques sur le sujet. C'est là que les lobbies ont une influence considérable, en occupant le terrain politique et médiatique de manière absolument permanente, en ressassant toujours les mêmes arguments et les mêmes chiffons rouges, ils pèsent d'autant plus au moment où les politiques doivent prendre une décision
dans l'urgence. Et ce, même si ces éléments viennent directement contredire les remontées de l'État gestionnaire lui-même, science ou patience. Ce qui donne cette impression un peu étrange que l'État se désavoue lui-même, notamment avec le sort réservé à l'OFB, et provoquant ainsi la colère des centaines de scientifiques qui travaillent avec ces services de l'État gestionnaire. Et c'est en cela que les tribunes de scientifiques jouent au final un rôle effectivement politique. Comme quoi vous aviez pas totalement tort non plus. Car elles permettent certes aux scientifiques de sortir des canaux habituels pour interpeller directement le politique et indiquer publiquement que celui-ci va à l'encontre des connaissances scientifiques. Mais elles permettent également de questionner ce pouvoir si particulier qu'a le politique en France, de court-circuiter arbitrairement des processus pourtant bien plus démocratiques et auxquels les scientifiques participent activement. Car s'il est un appel commun dans toutes ces tribunes, c'est bien celui de trouver des nouvelles manières de faire de la politique sur ce sujet, en prenant en compte les connaissances scientifiques, mais aussi la multiplicité des acteurs, la démocratie locale, et pourquoi pas mettre en place une convention citoyenne sur l'agriculture, refusant le paradigme du pilote d'avion, seul maître à bord, car seul compétent pour décider. Alors, que retenir de cette petite passe d'armes pas si anodine que ça entre scientifiques et gouvernement sur l'agriculture française? Bon, tout d'abord qu'il s'agissait pour les scientifiques d'alerter sur plusieurs points importants. Premièrement, que ces propositions ne vont clairement pas dans le sens des préconisations des scientifiques pour faire évoluer l'agriculture vers un modèle plus durable. Le message politique envoyé par le gouvernement est donc problématique. On ne peut pas à la fois prétendre que la science est la boussole du gouvernement en toutes circonstances et aller à l'encontre de toutes les préconisations scientifiques dès qu'une crise advient. Ensuite, que ces propositions désavouent le travail des agents de l'État lui-même, qui intègrent généralement ces connaissances, et dont les plans comme Ecophyto avaient été votés et validés dans des structures démocratiques et représentatives qui intégraient déjà ce monde agricole. Un désaveu qui s'ajoute à un manque structurel de soutien politique à ces agents, qui est aujourd'hui largement documenté par les scientifiques. Enfin, qu'il peut être éventuellement compréhensible de prendre ponctuellement des décisions contraires aux connaissances scientifiques dans l'urgence d'une crise, mais que justifier de ces propositions, qui cèdent unilatéralement à une partie seulement du monde agricole, en appelant à une raison supérieure d'un pilote éclairé et seul compétent, est non seulement obsolète et inefficace, mais risque d'être extrêmement contre-productif, y compris à très court terme. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, indiquant que les scientifiques sont tout de même d'assez fins connaisseurs des enjeux politiques liés à l'agriculture, finalement. N'ayant pas répondu sur le fond aux revendications d'une bonne partie du monde agricole, le mouvement s'est finalement poursuivi en partie, notamment emmené par les deux syndicats minoritaires, Confédération Paysanne et Coordination Rurale, assez diamétralement opposés, chacun à leur manière, à la FNSEA majoritaire. Ce qui a amené le président de la République à proposer, un peu dans la précipitation, de la mise en place de prix planchers, dont les contours restent relativement flou, on va pas se le cacher. C'est une proposition plutôt contraire à l'idéologie de marché qui prédomine. On voit mal comment la contorsion va se faire entre la sécurisation des prix pour les agriculteurs d'un côté et le respect de la concurrence et des fluctuations des cours internationaux de l'autre. Le « en même temps » a ses limites. À la question « la fracture est-elle consommée entre scientifiques et politiques ?», la réponse est peut-être à chercher ailleurs, dans cet écart entre État gestionnaire et État politique. Car il n'y a pas vraiment de relation stable et ferme entre les scientifiques et les politiques à proprement parler. Il n'y a pas de ligne de téléphone, et il n'y en aura probablement jamais. La relation entre science et politique s'effectue plutôt dans le cadre de l'État gestionnaire, où elle fonctionne paradoxalement plutôt bien dans les domaines environnementaux. Et les récentes décisions du gouvernement, même si elles découragent un peu, elles ne changeront probablement pas cette dynamique. En revanche, elles reflètent un peu plus le fossé au sein de l'État lui-même, entre une classe politique qui décide avec des représentants de la FNSEA dans un entre-soi un peu déconnecté de la base, et en contradiction avec le travail des scientifiques qui, eux, contribuent à la lente acculturation de cette base. Et n'est-ce pas un constat que l'on peut finalement faire dans bien d'autres secteurs de la société, et pas qu'au sein de l'État? Car ces limites du « en même temps » ne sont-elles pas finalement les mêmes que celles que la FNSEA éprouve à sa manière, relativement bien incarnée par son nouveau président, Arnaud Rousseau. Puissant céréalier à la tête de plusieurs exploitations pour un total de 700 hectares, c'est 10 fois la moyenne nationale. Mais également président du conseil d'administration du poids lourd agroalimentaire Avril, ce dernier se retrouve à représenter également des milliers d'agriculteurs non productivistes, petits exploitants, paysans.
Des agriculteurs et agricultrices qui ont des intérêts clairement différents de ces géants agroalimentaires, et qui perçoivent d'ailleurs de plus en plus clairement la fracture qui existe non pas entre agriculture et écologie, ou entre agriculture et science, mais entre agriculture productiviste et les diverses autres formes d'agriculture qui, elles, cherchent à effectuer leur transition écologique. Plus qu'une crise entre science et politique, cet épisode révèle donc peut-être plutôt une autre facette de la crise de représentativité que traverse le pays depuis maintenant quelques années. Les scientifiques constatent bien que lorsque les sujets sont soumis à des exercices démocratiques, de concertation ou de convention citoyenne, les résultats sont bien plus encourageants et efficaces qu'en passant par le circuit politique habituel. Que ce soit au sein de l'État, dans les syndicats ou dans la société tout entière. Il serait donc peut-être temps de sortir des logiques des représentants pilotes d'avion, omniscients, décidant pour les autres. Et pourquoi pas de redonner un peu plus de pouvoir aux démarches véritablement démocratiques, qui, elles, semblent bien avoir trouvé, dans des espaces plus ou moins éloignés des projecteurs médiatiques, des moyens assez efficaces pour concilier science et politique.